Mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Gakondo, bonjour et bienvenue dans cette émission de l'analyse du contexte sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons analyser ensemble les causes profondes de la guerre de l'AFC M23. Et pour comprendre cette thématique, nous sommes avec le notable de la province du Sud Kivu, c'est Mouivoa Godefroy Ngwebo. Honorable, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci, honorable. On voulait comprendre avec vous quelles sont les causes qui ont fait à ce que l'AFC M23 prend les armes et combat le gouvernement de Kinshasa aujourd'hui. Oui, c'est une longue histoire. Je vais, comme nous n'avons pas assez de temps, les Congolais voient des jeunes gens en train de conquérir des espaces sous la direction de leurs grands leaders et se posent beaucoup de questions. Même au Kivu, même, les gens se posent des questions. En RDC, on se pose des questions. Les amis à l'international, ils se posent des questions. En Afrique, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Cette émission d'aujourd'hui, je vais vous remercier, mon cher ami, parce que beaucoup de gens ne savent pas réellement pourquoi on se bat. Pourquoi l'AFC M23 a pris les armes. Ça commence très loin, mais je veux seulement vous dire que depuis de très longues décennies, peut-être 3 à 4, 5 décennies, le Congo est tombé trop bas. Et trop bas sur plusieurs aspects. J'en ai retenu 4, les principaux aspects. Il y a la faillite de l'État. 2, exacerbation. Les discours de haine, les questions identitaires sont exacerbées. Il y a les questions politiques non résolues. Et enfin, il y a la mauvaise gouvernance du pays. Quand vous parlez de la faillite de l'État, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Il y a là aussi au moins 4 aspects. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais j'ai retenu 4. L'armée et la police. En tout cas, l'armée a été très mal organisée. La police, n'en parlons pas. L'administration, elle est anarchique. Et je peux dire même qu'elle est tout à fait, comment dirais-je, vous imaginez une administration qui est encore sur papier, alors qu'ailleurs, on est à l'ère des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Vous imaginez, vous allez vous trouver une administration qui n'a même pas de repères. Et comme pendant les guerres, les gens s'empressent pour détruire les bureaux, eh bien, vous allez vous retrouver un jour, on n'a plus ni papier, ni votre maison n'a plus ni papier, ni si vous perdez, vous n'avez même pas le moyen d'aller rechercher un autre document. Tout a été pillé et saccagé. Il y a, à ce qui concerne toujours la faillite de l'État, la justice. La justice est devenue une justice des nantis. Ici à Bukavu, on va à votre maison et on vous dit nous allons vendre votre maison, vous n'allez rien faire. Et vous vous réveillez un matin, on vous dit déguerpissez. Vous dites mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà changé tous les papiers de votre maison et vous n'avez pas à aller, vous allez dans un parquet, on vous dit écoutez, vous avez perdu. On va lire un jugement qui ne correspond même pas à la réalité. Et vous pouvez aller nulle part, vous plaindre. Si nous revenons à l'armée, Eric, oui. Vous connaissez les FARDC. Vous voyez les vidéos des jeunes qu'on vient déposer dans les montagnes de Kivu, sans nourriture, sans ration, sans rien. Nous ne sommes même pas équipés. Alors, nous disons que ça, c'est pas possible. L'État est en lambeaux. Aujourd'hui, dans les espaces contrôlés par le gouvernement de Kinshasa, ceux qui font souffrir la population, ce sont les militaires et c'est la police. Il n'y a pas très peu. J'ai vu les images de Chabunda. Chabunda, c'est encore contrôlé par
le régime de Kinshasa. C'est la désolation. Kamituga, c'est la désolation. Ce sont les FARDC et leurs alliés qui se battent en pleine rue. Kindu n'échappe pas. Kalemi n'en parlons pas. Baraka, c'est le calvaire. C'est l'armée du pays qui est en train de terroriser sa propre population. C'est que l'État est en faillite. C'est pourquoi la première cause, c'est la faillite de l'État. Quand vous parlez de l'armée, donc vous combinez l'armée et la police, mais également vous avez touché l'administration qui est corrompue et clientéliste, comme vous clientéliste, oui, c'est ça. Donc il y a la corruption. Tout le monde le sait. Tout se passe et se règle au niveau des bureaux. Okay. Je gère un secteur très important. Je conseille les gouverneurs en ce qui concerne la justice. Ouais. La première chose, lorsque quelqu'un apprend que vous avez son dossier, il arrive et vous dit, monsieur, vous savez, je sais que je n'ai pas raison, mais est-ce que vous pouvez vraiment m'aider à ce que je puisse gagner? Et immédiatement, il vous sort des billets de banque. Il vous sort des billets de banque pour vous dire, voilà, je voudrais gagner ces combats. Oui. Lorsque vous faites une note au gouverneur, vous faites la lettre, c'est tellement que le gouverneur va signer, il n'y a pas de problème, aidez-moi, aidez-moi. Et vous savez que, oui. Cher ami, oui. Nous rejetons ces choses, ces genres de choses. Nous disons jamais, nous sommes venus combattre ce fléau. Nous ne pouvons pas nous revenir en arrière. Nous combattons un fléau et nous les soutenons encore dans les bureaux. Mais si c'était avant, la personne, donc vous achetez la justice, le droit vous l'achetez. Et les pauvres souffrent. Et nous sommes venus dire non. Nous devons rétablir la justice qui soit une justice pour tout le monde. Vous savez vous-même, le président Tshisekedi a dit justice wana esi ekufakala, même mboka ekufakala. Ça veut dire cette justice, elle est morte depuis longtemps. Ce pays est mort depuis longtemps. Vous imaginez ça? Oui, honorable. Ouais. Vous avez parlé de l'exacerbation des questions identitaires. Là, on comprend des discours de haine. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vraiment vous pensez que c'est une cause qui a fait à ce que le 23 puisse prendre les airs? Exactement. Les questions identitaires, je vais vous donner un exemple, cher ami. Là-dedans, vous pouvez avoir la discrimination, la haine, le régionalisme, tout ça. C'est plein de cette affaire d'identité. Lorsque les jeunes écoutent, nous ont questions identitaires, ça veut dire quoi? Donc, on me voit, moi, on voit. Vous, Eric, on regarde d'abord votre faciès. Avant toute chose, on veut acheter auprès de vous. On veut répondre à votre question. Vous voulez entrer dans un taxi. En tout cas, on regarde qui vous êtes par les faciès, par votre identité. De l'autre côté, que ce soit à Kinshasa, que ce soit un peu ailleurs, vous prononcez seulement du Swahili dans les Kasaï, dans les Bandundu, dans le Congo central. La première chose, c'est de dire, ah bon, vous parlez Swahili? Ah, Batouana Bango Anabaye. C'est une question identitaire. On vous voit un peu avec un faciès de nilotique, on dit Barwande Anabaye. Alors, cette affaire-là, pourquoi nous combattons ça? Nous combattons cela parce que ça nous cause des problèmes. Commençons là même où se trouve le gouvernement aujourd'hui, qu'on ne dise pas que nous avons parlé du Kivu, parce que nous sommes au Kivu. Voyez au niveau de l'Ituri. Hema Lendu. Kodeko, la milice Kodeko, a tué, je ne sais pas s'il y a déjà morts au Kivu comme il y en a au niveau de l'Ituri. Lubanga a essayé de bricoler, de défendre, ça n'a pas marché. Ça, aller à côté ici, vers le sud, dans les Katanga. Les Katanga, c'est pire. Katanga, Kasaï.
C'était avant, on avait déjà oublié ça. Mobutu avait essayé de colmater les brèches, mais la question n'a pas été résolue. Aujourd'hui, c'est sur la table. C'est sur le terrain. Les gens qui quittent Mbujimayi pour aller dans les Katangais, donc, comment on a saboté les chemins de fer pour dire, vous comprenez ça? Il ne faut pas qu'on dise que moi je parle des Kassaïens pour dire qu'ils sont mauvais. Non, ils ont des problèmes au Katanga. Et problème pourquoi? Parce que eux aussi, certaines personnes, on globalise, qui se disent du pouvoir, font souffrir les Katangais à Lubumbashi, un peu partout, à Mitouaba et partout. Et vous êtes ressortissant de la partie sud de la province du Sud Kivu, cher honorable. Est-ce que cette pratique existe dans cette partie de la République? Oui, tout à fait. La guerre, la grande guerre, la guerre ethnique, la guerre tribale, il a mis ses racines depuis 2017 jusqu'à ce jour. Et ça continue. Maintenant, l'État a pris la relève des groupes armés. L'État bombarde chaque jour et chaque minute. J'ai vu des images d'un jeune, bon, ça c'est, quand je parle jeune, c'est symbolique. Un jeune garçon de 7 ans avec une mâchoire, non, il était déjà mort, hein, une mâchoire arrachée par un drone, par les projectiles d'un drone. Parce que les drones lancent des bombes qui ont des fragments. Ces fragments de ferraille, lorsque ça tombe sur la tête, ça coupe la tête. Ça tombe sur les bras, ça coupe les bras. Eh bien, la guerre est là, au niveau des hauts plateaux, depuis 2017, et c'est une guerre qui a opposé les Banyamulenge contre une coalition de Bafuliru Babembe, Bafuliru moi-même, justement Fuliru, de mes frères Bafuliru. Je ne vais dire pas tous, hein, du moins les groupes armés Bafuliru, groupes armés Babembe, Banyindu, ensemble contre les Banyamulenge. Cela s'est passé depuis 2017 jusqu'à ce jour. Maintenant, l'État aide les groupes armés anti-Banyamulenge, leur donne même des drones. Il y a même aujourd'hui des Wazalons qui manipulent les drones, kamikazes, qui ont appris. Ils ont appris ça. Il y a un centre de formation à Kikonde. Kikonde, lorsque vous allez vers Fizi, vous arrivez sur la rivière Mutambala, vous traversez Mutambala, vous quittez Baraka, vous y arrivez. Lorsque vous traversez la rivière Mutambala, à votre gauche, si vous allez vers Kikonde, et à droite, vous allez vers Fizi. Vers là-bas, il y a un camp qui entraîne les Maïmaï à combattre. À combattre qui? Les autres, la tribu Banyamulenge et les toutes en général. Vous voyez que c'est encore ancré. Vous pouvez m'aider, vous pouvez poser la question, mais et là où vous êtes, posez la question à Bukavu. Tout le monde, c'est comment aujourd'hui? Tout le monde, on va me dire qu'on a peur, non. Eh bien, on leur a dit, nous sommes venus, nous, c'est le vivre ensemble. C'est un mot d'ordre. Vous, chefs de quartier, vous, chefs d'avenue, mettez les gens ensemble. Et le discours aujourd'hui des chefs d'avenue, c'est de dire, chers amis, nous devons vivre ensemble parce que les guerres ne nous apportent pas grand-chose. Parlons de questions. Si vous allez, oui. Permettez-moi, il y a une chose très importante pour laquelle nous nous battons aussi. Il y a des gens, nous avons quitté. Moi, j'ai déjà été réfugié, la guerre est arrivée, je suis parti. Mais je suis revenu, personne ne m'a posé la question. C'était en 2000, non, c'était en 1997. Non, 1997. 97. Je suis revenu du camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Arrivé au port, personne ne m'a posé de questions. Je suis allé, je suis revenu chez moi à Bukavu, je me suis installé. Il n'y a pas eu de problème. Mais rappelez-vous que les gens de Katumba, même après avoir été massacrés à Gatumba, pour entrer à Uvira, ils ont passé, certains qui s'étaient résolus de rentrer, ils ont passé 3 jours dans la zone neutre entre Katumba et Kavimvira. 3 jours. On leur a dit, vous ne pouvez pas rentrer. Dit, mais vous nous avez vu partir. Non, on doit poser la question à Kinshasa. Vous imaginez ça? Les jeunes du Nord Kivu, 1994, ils ont fui. Lorsque la majorité des Hutus sont rentrés au Congo en fuyant la guerre,
Arrivés au Nord Kivu, ils se sont dit, tiens, vous êtes là. Mais ces gens sont encore ici, mais c'est eux qui nous ont chassés du Rwanda. Ils ont pourchassé les Tutsis de Masisi, Nyiragongo, Goma et Rutshuru. Et ces gens se sont retrouvés dans des cas de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Mais ils ne peuvent pas mettre leurs pieds, ils ne mettaient pas leurs pieds au niveau de la frontière, grande barrière, où tous les postes frontaliers, et que ce soit Bunagana et partout, on vous regarde comme ça, faciès, pas question. Vous venez faire quoi chez nous? Vous êtes Rwandais. Et ces gens ont été bloqués de là. Moi, je les ai visités. Il y avait un cas à Byumba là-bas. Je ne sais pas si ces cas a été démantelé. Nous sommes arrivés là-bas en 2002. Mais ces gens étaient là dans des petites histoires, tout ça. Ils se demandaient comment ils devaient rentrer. Ils avaient l'intention de rentrer, mais ils ont été interdits de rentrer chez eux. Une des causes de la guerre. Parlons des questions politiques que vous avez appelées des questions politiques non résolues. Qu'est-ce que vous voulez dire ici par questions politiques non résolues comme cause profonde aussi? Oui, il y a d'abord l'illégitimité. L'illégitimité de monsieur le président de la République, Tshisekedi Tshilombo. Vous savez qu'en 2018, il venait troisième sur la liste de ceux qui s'étaient présentés. Monsieur Fayoulou était premier, suivi de Chadari, suivi de Tshisekedi avec 15%. Mais il a été plébiscité président. Ça, c'est de la grande politique internationale. Et fort de ça, comme il est illégitime, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, non pas travailler pour les Congolais, mais démontrer que, franchement, il était illégitime, qu'il n'avait même pas été élu. Ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un qui n'a pas été, qui était élu comme tel, lui, estima que il faut qu'il fasse tout pour démontrer qu'il a été élu, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. La mission qui lui avait été confiée de corriger les erreurs de son prédécesseur ou de ses prédécesseurs, parce que les erreurs, ça date de très longtemps, il ne l'a pas fait en tant qu'opposant. Il y a aussi, en 2023, vous savez, c'était la même chose. Oui. La machine a voté pour lui. Donc nous disons, nous, même si c'est une question qui est posée au camarade de Nanga, pour lui dire, mais c'est vous qui avez validé les résultats. Oui, je les ai validés. C'est pourquoi moi-même, j'ai dit qu'il faut qu'il parte. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal, Nanga qui avait validé les résultats, de dire qu'il doit partir? Ah, mais tout à fait, il a validé les résultats. Voyant ce qu'il fait. Parce que je viens de vous démontrer toutes les failles, que ce soit au niveau de l'administration, la justice, lui qui devait travailler pour le pays, il ne l'a pas fait. Quoi de normal que quelqu'un qui a dit, ah ben, je vous ai mis là-bas, il faut n'alongola, je dois te faire partir. Il y a des opposants aujourd'hui qui sont en exil. Parlons aussi de l'ancien président Joseph Kabila et les autres. Est-ce que ne commencez même pas par Joseph Kabila. Il y a beaucoup des anonymes, ou alors des gens qui sont connus dans des moindres détails, des gens qui sont chassés, qui sont tués parce que tout simplement ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir. D'autres sont condamnés. D'autres condamnés. Condamnés comme ça, on vous prend tout ça, on vous dit voilà, il a créé ce qu'on appelle cette milice, ça, la jeunesse, les jeunes du progrès, c'est pas moi, des choses comme ça. Les jeunes du parti au pouvoir? Oui, c'est une milice du pouvoir, qui sont entraînés, qui sont partout, dans les lois là-bas, un peu partout. Mais quand vous parlez que c'est une milice en Europe, est-ce qu'il y a des preuves tangibles qui montrent que c'est une milice? Qu'est-ce qu'on appelle une milice? Une milice, ce sont des gens qui portent des armes, qui sont affiliés à un parti politique ou à une tribu, et qui ne sont pas comment dirais-je, comptabilisés dans le cadre de l'État. Vous allez nous dire, nous aussi nous ne le sommes pas. Mais nous sommes déjà déclarés comme opposants armés au régime. C'est différent de tous les maïmaïs qu'on ne connaît pas. Au moins, nous avons ces privilèges, je vais te dire.
d'être fréquenté aujourd'hui. Qui fréquente les Interam aujourd'hui? Pour dire je viendrai signer un accord avec vous. Vous avez vu un accord récemment signé par les camarades de Nanga avec un grand représentant de l'Assemblée, ça sont appelés Assemblée générale qui venait de la Genève, de Suisse. Genève, oui. De Suisse, vous avez vu l'actualité. Est-ce que quelque part Al-Qaïda a signé aussi un accord, ce que nous appelle le groupe armé? J'ai entendu certaines radios, les groupes armés, ASP, M23. Non, nous ne sommes pas un groupe armé. Quelque part dans votre introduction, vous avez parlé que parmi les causes, il y a aussi la mauvaise gouvernance du pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par ici? Bon, cher ami, vous avez parlé des condamnations. Oui. Vous avez parlé de ces personnes qui sont emprisonnées justement pour les besoins de faire plaisir à une femme. Kangela Ngaye, arrêtez-moi celui-là. Quelle femme, honorable? Mais vous savez, les Congolais, ils ont toujours des femmes à côté d'eux. Vous avez un problème. La fois passée, dans un bar de Kinshasa, on a monté des images. Un fils d'un grand chef au niveau de Kinshasa a tiré sur son ami pour raison des femmes. C'est comme ça que ça se passe à Kinshasa. Il y a une dame qui vient d'être tuée, une infirmière. Non, ça doit être un médecin, quelque chose comme ça. Il a été tué pour des raisons passionnelles. On l'a assassiné. C'est un scandale à Kinshasa aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la mauvaise gouvernance. Oui. Oh, mon cher ami, tous les tissus économiques sont en lambeaux aujourd'hui. Tous les tissus économiques. Qu'est-ce que j'appelle tissus économiques? Oui. Les routes, les ponts. Vous prenez les banques. Même si nous, on nous a interdit, du moins on nous a séparés de nos comptes, il faut que j'appelle ça comme ça. Oui. Nos comptes ont été fermés au niveau de toutes les banques de la région. Et bien, même ceux qui sont à Kinshasa, quel système bancaire, quel crédit, est-ce qu'ils ont des crédits? Il n'y a aucune banque de l'État, vous savez ça. Mobutu a essayé la banque de crédit agricole, ça n'a pas marché. Comme d'habitude, les Zaïrois aimaient tripoter. Ils ont tripoté cette banque. On l'a mise en faillite. Eh bien, ça a continué. Aucune banque nationale, à part la Cadeco et la Banque centrale. Le Congo n'a pas de banque. Le tissu économique est en lambeaux. Tout ce qui peut créer la richesse n'existe plus. L'agriculture est foutue. Nous importons les amarantes. Vous savez, vous connaissez les amarantes, ce qu'on appelle communément les lenga-lenga. Les aubergines viennent du Rwanda. Les petits fruits ici qu'on pouvait cueillir facilement à côté, ça vient du Rwanda. Les pastèques, ça vient du Burundi. C'est pas normal. Donc moi, je pense que les Congo, et ça, c'est pareil pour Kinshasa face à Brazzaville. C'est pareil à Louvu. Louvu, c'est le poste d'entrée vers le Congo central. Les produits viennent de l'Angola. Et rien ne va en Angola. Donc, voilà. Donc, nous nous battons contre ça. Il y a aussi les détournements des deniers publics. Là, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Quelqu'un prend un poste, à 3 mois seulement, il a construit. Et comme les maisons, ça pousse comme des champignons, vous posez la question, non, c'est les types qui travaillent à la DGD. Oh, ça, c'est quelqu'un qui a la barrière là-bas. Oh, ça, c'est quelqu'un. Les enrichissements sans cause. C'est de la mauvaise gouvernance, que ce soit politique, économique, sociale. C'est la boue. Nous sommes dans la boue complètement. Vous avez parlé des causes profondes qui alimentent la crise, qui ont fait à ce que l'AFC M23 puisse prendre des armes pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour que la situation sécuritaire puisse s'améliorer ou changer à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, bon, écoutez, nous devons appliquer de manière stricte les lois du pays. Ce qui manque au Congo, ce ne sont pas des lois. Moi-même, j'ai été législateur. À un moment donné de ma carrière, j'étais député. Nous avons été à la base des
de cette constitution ici qu'on est en train de vilipender, une constitution qui est le socle de la refondation même de l'État. Aujourd'hui, vilipender et laisser pour compte, on voudrait la changer pour maintenir un pouvoir, pour maintenir quelqu'un au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit roi. Vous avez suivi dans des vidéos un conseil du chef de l'État qui disait, eh bien, nous allons changer la constitution. Jusqu'à faire de ce pays un royaume. Si jamais Félix n'est pas là, Antony va prendre. Antony, c'est son fils. Est-ce que vous imaginez jusqu'où vont les pensées des gens? Il y a... nous allons moderniser l'administration. Comment alors? Vous savez, je vous ai dit que l'administration aujourd'hui est archaïque. Et cet archaïsme-là fait qu'on ne donne pas les possibilités de contrôle. Nous allons comment on appelle ça? Informatiser, numériser, rendre moderne. Moderne, ça veut dire numériser. Oui. Ça veut dire informatiser. Lorsque vous voulez savoir ce qui se passe dans la capitale, vous n'avez pas besoin de téléphoner. Vous touchez sur un bouton, vous mettez l'application, les données viennent sur votre écran. Vous savez combien de gens existent au Congo qui travaillent. Les travailleurs de l'État sont au nombre de combien, ils touchent quoi? Et si vous voudrez augmenter les salaires, vous n'allez pas faire des histoires de syndicats qui s'enferment en boudi, qui réfléchissent pendant 1 mois, 2 mois. Non, non, non. Une application pourra vous dire, vous voulez augmenter de quel pourcentage? Autant. Tout est numérisé, il vous produit immédiatement. Vous n'avez pas besoin de perdre de temps. On veut faire ça. Il y a aussi la formation, l'équipement, la modernisation de la police et de l'armée. Okay. Aujourd'hui, vous imaginez, on envoie des gens au front, on ne sait même pas où ils sont, parce qu'ils n'ont même pas de moyens de communication. J'ai vu un jeune malheureux là, ça doit être un Kinois, il parlait un lingala de Kin, qui se disait, regardez, nous sommes là, regardez ce que nous mangeons, ça fait 6 mois, on ne sait même pas où nous sommes perdus dans la forêt et tout. Donc, une armée qui ne sait même pas se retrouver par rapport à sa position, que leurs chefs ne savent même pas retrouver. Vous avez entendu, le régime de Kinshasa dit qu'il ne reconnaît même pas les 5000 et quelques de ces militaires capturés au front, qu'on voudrait les rendre. Nous demandons qu'on nous remette nos 750 ou 800 prisonniers. Nous leur donnons leurs militaires, ils refusent. Ils disent, ils ne se sont pas prisonniers comme tels, mais ils refusent en coulisses. Ils ne veulent pas répondre. Parce que nos chefs militaires... Pour dire qu'ils ne maîtrisent pas le nombre de militaires? Ah bon, oui et non. Ils ne maîtrisent pas, c'est vrai, parce qu'ils ne savent même pas combien de militaires ils ont envoyés au front. Non, il y a une certaine maîtrise, mais ils se disent, si jamais ces gens arrivaient, avec ce qu'ils ont vu à l'Est, ils risquent de causer l'insurrection dans l'armée. C'est comme ça qu'ils rechignent à prendre leurs prisonniers, donc les prisonniers de guerre. Une autre voie de sortie. Donc, ça c'est au niveau de la faillite de l'État. Ah oui. Ce qui concerne... Alors, ce qui concerne les questions identitaires, chers amis, oui, nous devons d'abord faire en sorte que les déplacés reviennent. Là, c'est un petit problème parce que partout, là où nous libérons, les déplacés reviennent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas de camions qui les transportent. Vous parlez de déplacés internes ou des réfugiés qui sont à l'extérieur? Déplacés d'abord internes. Ça, je parle de déplacés. Les déplacés, lorsque nous libérons Uvira, si on n'avait pas fermé la frontière de Kavimvira, en tout cas, le même jour, nous avons lancé un message. Nous sommes là, venez, on vous appelle. On appelait tous les gens là, et au téléphone, nous venons. On avait fermé la frontière, c'était plus possible. Alors, retour des réfugiés. Ils doivent rentrer sans condition. Ils se disent, oh non, si vous amenez tous ces gens-là, il y aura des étrangers qui vont venir. Mais il y a des mécanismes pour les retours. Nous allons organiser au niveau des camps et les Congolais se connaissent. Il suffit de lui poser la question, c'est quelle montagne?
il peut savoir, parce que même Interam peut savoir que je suis de Moulengue, quel endroit, qui Chagala et tout. Mais on va l'avoir, les chefs des localités vont poser des questions et il faut se retrouver. Retour des réfugiés. Il y a la promotion de la cohésion sociale. Nous devons, ça nous manque beaucoup. Il y a la lutte contre la discrimination. Comment on va faire? Les conférences, non. Nous allons demander à notre prochain ministre de la Justice, sévir contre les discours de haine et la discrimination. Oui, honorable. Comme ça se fait ailleurs. Oui, allez-y. En ce qui concerne ce que vous avez appelé les questions politiques non résolues, qu'est-ce que vous allez faire? Les questions politiques non résolues, nous allons recourir à la démocratie. Vous allez me poser la question, il n'y en avait pas. Lorsque la machine vote un chef de l'État, lorsque la machine vote dans sa propre chambre, vote un député, est-ce que vous pouvez appeler ça démocratie? Il va falloir que les Congolais se choisissent les responsables. C'est peut-être pas immédiatement en 2028, 2029 ou 30 peut-être. Peut-être qu'on va proposer une période transitoire pour enseigner aux gens comment voter, qui voter. Et sur ce que vous avez appelé la mauvaise gouvernance, est-ce que l'AFC M23 propose quelque chose afin de pallier à la situation? Je pense avoir déjà donné ça. Il y a la mise en place des indicateurs de contrôle régulier de la bonne gouvernance. Vous savez, lorsque j'ai dit qu'il faut numériser, informatiser les choses. Oui. Donc, c'est comme ça se passe ici à côté. À côté, ici au Rwanda, vous ne pouvez pas tricher. C'est lui qui veut payer sa taxe. La taxe, oui. Il sait déjà que cette taxe-là va tout droit. Il ne donne même pas l'argent. Il va payer quelque chose. C'est numérique, il ne touche pas l'argent. Ça passe dans les circuits, c'est ce que ça atteigne. Donc, la personne ne saura même pas qu'il peut tricher. Il va tricher comment? Et la loi les suit. Vous trichez, vous êtes arrêté, vous allez en prison, vous deux. Et le corrupteur est corrompu, vous partez. Nous allons introduire cela. Surtout les guichets uniques. Comme maintenant, nous avons été introduits les guichets uniques. Vous ne payez qu'à un seul endroit. Aujourd'hui, la Cadeco. Il y aura d'autres banques certainement qui sont en train de venir. Vous ne payez qu'à la banque. Vous ne voyez pas l'argent comme ça. Quelqu'un, vous allez vous donner l'argent, ça veut dire que vous êtes un voleur. Il y aura des sanctions. Voilà. Parce que si sanctions sans bonne gouvernance sans sanction, mais vous ne faites que la mauvaise gouvernance. Vous devez sanctionner la personne qui se trouve en train de mal gérer l'appareil de l'État, de mal gérer l'économie, de mal gérer le social. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et ce sont les sanctions qui nous manquent. C'est elles, les sanctions, qui font que la bonne gouvernance marche. L'application intégrale des textes. On n'a même pas besoin de chercher d'autres textes pour lutter contre la corruption. Ça existe, mais ce n'est pas appliqué. L'AFC M23 appliquera la loi pour pouvoir arriver à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance va nous permettre de nous développer parce qu'on aura réuni des moyens pour nous développer. Et nous allons, nous, c'est toi des banques mondiales, c'est pas moi, on peut ne pas en avoir. Le Congo est capable de produire ses propres recettes qui puissent faire rouler et l'économie, et le social, et tout. Et même la politique. On n'a pas envie d'aller s'agenouiller aux institutions de Bretton Woods pour chercher de l'argent. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs de la radio-télévision Gakondo, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de l'analyse du contexte sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons parlé des causes profondes qui ont fait à ce que l'AFC M23 prenne des armes pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Et pour comprendre cette situation, nous avons été avec l'honorable Godefroy Mouivongwebo, notable de la province d'ici Kivu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.